Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du 18 juillet 2014. Émission on va faire un petit peu relax, je pense. Écoute, comme la plupart des autres médias, l'été, c'est plus tranquille, dans notre cas aussi. Particulièrement en plein milieu du mois de juillet, où on est vraiment dans le milieu de l'été, avec de la belle température généralement, puis des orages. On a même pas une menace de grève de la construction pour nous entertainer. Même pas, on peut même pas parler de ça. On aimerait ça, mais on peut pas en parler. Puis il y a même plus tant que ça de trafic. Fait que ça va quand même mieux, parce que ça va tranquillement ralentir avec les vacances de la construction. Mais donc, on va quand même déterrer quelques petits sujets qui sont passés, qui ont fait les manchettes pendant quelques temps, vraiment une journée ou deux, je pense, puis qu'après ça, on n'en parle plus vraiment. Le fameux échéancier pour le renouvellement, la reconstruction, la réfection de l'autoroute. L'élargissement de l'autoroute Henri IV Plus à Québec. d'asphalte. Ça va prendre 10 ans. En fait, ça va prendre 13 ans, si tu comptes aujourd'hui. Parce que selon leur plan, ils veulent commencer en 2018 et finir en 2028. Mais tu sais, je suis d'accord que je ne suis pas un ingénieur. Et je suis capable de prendre une grande dose de recul en regardant des projets comme ça puis de me dire, je peux pas légitimement dire que je comprends toutes les étapes qui entrent dans un tel projet de cette envergure-là. Tu sais, tu me dis, ah ouais, on va élargir Henri IV, ça a l'air simple. Mais je le sais que c'est pas si simple que ça. Faut pas tomber dans la trappe de regarder un joueur de hockey et dire « Ah, je préfère ça, moi, je l'aurais fait mieux que lui. » C'est ça. Tu sais, il y a des viaducs, il y a un échéancier de travaux qu'il faut que tu respectes. Il faut que tu sois capable de fournir un minimum de circulation pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Souvent, tu fais des détours à cause de ça, mais quelque part, c'est mieux pour l'ensemble de la population. Et des travaux, des fois, parce qu'il faut avoir besoin de place. Exactement. Mais malgré toute cette dose de réserve-là, je peux pas concevoir que ça prenne 10 ans. Non, Même si c'est 13, parce qu'on commence dans 3 ans, là, 10 ans de chantier, là, je le comprends pas. Non. Et il y a je pense qu'il faudrait peut-être être dans la salle où est-ce que ces choses-là se discutent au plus haut niveau pour comprendre la raison de ce délai-là, dans le sens que c'est peut-être pas vraiment expliqué. Peut-être une question de pas surcharger des budgets annuels, dans le sens où on va étaler le bill essentiellement. On va y aller vraiment par étapes pour étaler le bill. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre le calcul de dire OK, c'est bien beau combien ça coûte par année, puis on va pas surcharger le bill, tout ça, d'année en année, mais ça a des impacts à avoir l'autoroute dans le milieu de ta ville en construction pendant 10 ans. Pensons juste aux effets que Robert Bourassa a eu pendant moins longtemps, et c'est un petit peu moins critique que Henri IV. Quand même, pas mal moins, ouais. C'était plat. Puis c'était vraiment pas cool. Et là, on vient de finir du Duplessis, tout ça. Je me dis, est-ce que et c'est ça que probablement que le maire de Québec va amener comme argument, il va dire, Québec ne peut pas, dans le rythme de croissance de Québec, on n'est pas dans le moment qu'étaler des travaux, ça fait du sens. Il faut le faire maintenant. Parce que les besoins de cette autoroute-là, ils sont pas, on n'est pas hyper, on va pas hyper dans le futur avec cette autoroute-là. On en a besoin maintenant. C'est pas justement pour dans 15 ans. C'est dans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En rétrospective, Henri IV aurait peut-être dû être le premier des 3 chantiers des grandes autoroutes à Québec. C'est-à-dire que ça aurait peut-être dû être Henri IV, Robert Bourassa, Duplessis. En même temps, j'exagère un peu, là, mais... Robert Bourassa avait des gros problèmes. C'est aussi qu'il y avait des autoroutes qui étaient au niveau de leur fin de vie, puis ça devenait dangereux, puis des viaducs, tout ça. Entre autres, Duplessis, c'était ça le problème. Il y avait des viaducs qui étaient sur le bord, qui achevaient, disons. Et Robert Bourassa avait un problème de design flagrant. Là. On s'en souvient même pas comment c'était avant, mais that was shit. Je m'en souviens. C'était dangereux, cette autoroute-là. Et là, écoute, il n'y a personne qui est d'accord avec ces délais-là. Là. Dans le sens qu'il y a un désaccord interne au niveau du Parti libéral. Sam Hamad, qui est un ministre libéral de la région de Québec, dit que dans le fond, l'échéancier qui a été présenté par le Conseil du Trésor et le ministère du Transport n'a fait pas de sens. Donc, tu sais, les choses vont bouger. Là. Mais tu m'amènes, tu as mentionné d'entrée de jeu en disant, on n'est pas dans la salle où il explique les éléments qui entrent en ligne de compte pour établir un échéancier de cette sorte-là. Et ça me pose quand même la question, dans notre système démocratique, comment est-ce qu'on pourrait faire pour donner davantage accès aux citoyens qui le désirent? Honnêtement, soyons francs, c'est pas tout le monde qui veut nécessairement lire un rapport, tout ça. D'aller chercher cette information-là, ou à tout le moins
de remettre un peu plus le fardeau de la diffusion de cette information-là sur le dos des gens qui s'en occupent plutôt que sur le dos du citoyen qui doit genre faire des demandes puis faire des recherches assez exhaustives. Parce que quelque part, quand tu l'expliques pas, puis tout ce que tu as, c'est des ministres qui savent de quoi ils parlent, mais qui sont habitués, lorsqu'ils en parlent aux gens, de rester très vagues et de rester dans quelque chose de très général. Si ces deux personnes-là, c'est les seules personnes qui t'expliquent un projet, puis soit qu'ils sont contre, soit qu'ils sont dans la même direction que l'autre, puis qu'ils poussent dans ce sens-là, tu rouvres la porte à cette forme de démagogie-là, un peu que les gens reprochent à certains animateurs de radio, certains médias écrits, certains médias de telle sorte qui disent « ça n'a pas de bon sens, c'est impossible qu'un projet comme ça dure aussi longtemps que ça ». J'ai tendance à être un peu d'accord avec eux autres, mais le mot « impossible », là, si je lis un rapport concret, complet, qui m'explique très bien les raisons qui entrent en ligne de compte, mettons que ça fait pas mon affaire, mais que je comprends, là, ben, je vais dire « ok, ça a l'air que ça prend 10 ans ». Un des meilleurs forums d'information pour ce genre de choses-là, c'est quand quelque chose est obligé de passer devant le BAP. Parce que c'est le Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Donc, les choses sont rendues publiques. Les gens peuvent en discuter, tout ça. Le problème, c'est que souvent, ces forums-là vont être pris d'assaut par les gens qui font de l'opposition systématique. Au lieu d'avoir un réel dialogue constructif entre les administrateurs, les planificateurs et la population, on se retrouve avec essentiellement une guerre de mots qui est très polarisante. Là. On joue à rouge puis bleu, là, souvent dans ces situations-là. Et souvent dans ces situations-là, ce qui est dommage, c'est que ce qui ressort, encore là, parlons de perception de notre société en est une de perception. Les choses arrivent telles qu'elles sont décrites dans les médias plus que d'autres choses. Ce qu'on ressort à la suite d'un BAP sur un projet, c'est à quel point il y avait des gens qui étaient super opposés à ça, puis que le gouvernement ou la personne qui s'occupait du projet n'a pas respecté ces ententes-là. Et ce qui ne paraît pas, mais qui est en dessous de tout ça, c'est que il y a des gens qui ont apporté des solutions super intelligentes, qui ont été reçues, qui ont été intégrées, peut-être pas dans leur entièreté, mais en grande partie dans les nouveaux plans qui sont proposés par la suite. Mais ça, on n'en parle pas, parce que c'est pas sexy. Parce que ça arrive des audiences publiques que quelqu'un donne un commentaire et que les administrateurs se regardent et font comme ouais. Tu sais, ça coûte pas cher ou c'est une bonne idée. Ouais, on va repenser à ça. Puis quand on dit penser à ça, ça veut dire on va le faire. Il y a même des gens qui arrivent avec des propositions très bien pensées. Là. Il y a des gens qui peuvent arriver avec quelque chose. Ils ont pris le temps parce que ça leur tenait à cœur. Puis c'est un forum parfait. Mais le problème, comme tu dis, c'est les médias. C'est ça. C'est qu'une fois après ça, tu vas juste voir le gars qui va au micro. Puis je vais pas mettre le fardeau complètement sur les gens peut-être trop extrémistes, mais qui vont au micro puis qui proposent des affaires comme on va faire un projet de je sais pas combien de places que le monde va fréquenter énormément, puis on va mettre aucun parking pour s'y rendre. Ce qui arrive dans ces audiences-là, c'est, admettons, on veut faire Henri IV, puis il y a quelqu'un qui va dire, premièrement, qu'on n'a pas besoin de l'élargir. Fait que là, ça sort du débat. C'est fini, ça te coupe l'herbe sous le pied. Il y en a d'autres qui vont dire, il faudrait... oui, mais il faut que toutes les chars soient électriques. On parle pas de ça. T'sais, à un moment donné, les gens qui vont souvent s'opposer, qui sont un petit peu trop idéalistes puis qui pensent pas nécessairement pratico-pratique dans ces forums-là, dans le fond, vont faire dériver la discussion. Fait que c'est là que ça va se passer. Mais si on en revient un peu au projet concret d'Henri IV, un des problèmes, je pense, qu'il y a, et c'est probablement ce que le maire Lambeaume va expliquer, dans le fond, au gouvernement du Québec, c'est de dire, là, si vous voulez commencer en 2018, qu'est-ce que vous avez besoin? Pourquoi avez-vous besoin de 4 ans? Là? Ça veut-tu dire que vous voulez vraiment réfléchir plus pendant 4 ans? Ou que vous dites que la planification réellement prend 4 ans? Ou qu'on attend, on fait rien, on commence à planifier en 2016, mais on le fait en 2018? Parce que si c'est ça c'est un problème. Et c'est ça, dans le fond, que... Mais tu remarqueras que les situations que je t'ai vraiment montrées, il y a juste le... Ça prend 4 ans à planifier qui fait du sens, entre guillemets, si on parle d'urgence. Mais c'est pas vrai que ça prend 4 ans à planifier. C'est pas si compliqué que ça. Mais tu sais, même, je te dirais... C'est compliqué, là, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais mettons que ce serait vrai. Mettons que la durée normale pour planifier un projet de cette envergure-là, ce serait 4 ans. Vivons dans cet univers-là. Si c'est un projet qui est reconnu comme étant relativement urgent, il n'y a pas de deuxième vitesse. Non, c'est ça. Il n'y a pas un autre gear. Juste pour dire, regardez les gars, normalement ça prendrait 4 ans, mais celui-là, faudrait vraiment... C'est quoi votre best, là? Au pire, ils viennent et disent ça va prendre 3 ans, mais t'as toujours bien sauvé 1 an avant de commencer les travaux, tu sais.
tu sais, la notion d'être prioritaire dans notre société, on dirait qu'on a un petit peu oublié ça des fois. Il y a des choses, et c'est peut-être justement là que le Régis Labombe, disons, fait figure de proue, parce que quand il a dit, moi, là, l'aréna, je vais le construire. Écoute, on peut dire ce qu'on veut du Malabaume. L'aréna, il est vraiment en train d'être construit. Je le vois tous les matins. Il grossit à chaque jour. Il a commencé et il va finir à une date. À un moment donné, il faut que tu dises, on y va, là. On y va. Puis l'autoroute, on n'en a pas besoin. Dans 5 ans, on en a besoin, là. Et d'où le pouvoir politique immense du Malabaume. Parce que, et je sais, entre autres, c'est une des raisons pourquoi je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il est un peu un chien de garde de les dossiers de Québec. Quand il y a un dossier qui est rapport à Québec, qui voit que ça traîne, il voit que ça niaise dans le branle, il va cogner à une porte de quelqu'un, il parle un peu fort, puis soudainement, les choses avancent. Il est tannant. Il est tannant, non seulement il est tannant, mais il colle ta bullshit. Tu ne peux pas gagner une guerre de mots avec le Malabaume parce qu'il sort des règles de la game normale de guerre de mots qu'on a dans notre société au niveau politique. Parce qu'il va juste coller ta bullshit. Et là, t'as l'air niaiseux devant tout le monde après. Personne ne va avoir l'air niaiseux devant tout le monde comme ça. C'est diablement efficace. Ça. Effectivement, des fois même, ça peut être, il peut avoir le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que des fois, il est un petit peu trop territorial avec les projets de la Ville de Québec, considérant que des fois, c'est partagé entre différentes entités, les éléments dans la Ville de Québec. Donc, mais revenons un petit peu plus précisément à Henri IV. La question du délai est une chose, la question du projet comme tel, de son urgence, en est une autre. Il y a une autre question qui a fait couler de l'encre beaucoup avec Henri IV, puis je pense qu'on n'a pas nécessairement eu le temps beaucoup d'en parler, toi puis moi, c'est la fameuse question de la voie réservée. Et je pense que dans cette optique-là, il y a une expérience qui va commencer cet automne à Québec sur le fait que la voie réservée sur Robert Bourassa va être maintenant ouverte au covoiturage également. Wow! C'est une bonne idée que j'ai eu un bout de ça. Ouais, ben c'est, dans le sens que ça, c'est le genre de moment où le monde sont comme genre, wow, c'est tellement une bonne. On est tellement content. Puis genre, pourquoi vous devriez être content que la solution la plus logique a été adoptée? Le sens commun a prévalu. Ça me semble que ça devrait tout le temps être ça. Mais bon, ça a l'air qu'on vit pas dans cette situation. Il a fallu vivre une bonne année dans un petit peu le ridicule de cette situation-là, qu'on avait une voie qui était tellement juste exclusivement réservée aux autobus qu'on pouvait passer de très longues minutes sur 2 voies à attendre et voir une voie de gauche réservée déserte. Complètement vide. Vous auriez pu prendre un lunch dessus en sécurité. Mais tu sais, en même temps, je suis d'accord avec les gens qui apporteraient l'argument que cette voie-là est comme... On l'a réservée à l'avance, sachant que dans un intervalle de temps relativement court, mais proportionnellement peut-être plus long que 1 an, on parle peut-être plus de 3, 4, 5 ans, il va y avoir une augmentation de la fréquentation de l'utilisation des autobus parce qu'ils sont en train de faire une réflexion de toutes les structures aussi au bout de Robert Bourassa, c'est-à-dire l'Université Laval, le Cégep Sainte-Foy, ils sont en train de tout refaire ça, ce qui va être vraiment smooth. Ça va y aller comme du beurre. Et donc, à ce moment-là, ils avaient prévu cette augmentation-là et pour eux, c'était un risque acceptable que de dire, oui, peut-être que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la voie va être déserte. T'sais. Mais dans cette optique-là, avant que ça devienne problématique qu'elle soit partagée par les covoitureurs, pourquoi ne pas le faire en attendant? Parce que entre toi et moi, là, il y a eu du dogmatisme dans ce dossier-là. Comme il y en a il y a eu de l'idéalisme, en fait, plutôt que du dogmatisme. Là. Comme il y en a dans le dossier aussi d'Henri IV. Ouais. Parce que s'ils élargissent Henri IV à 4 voies, mais que la 4e, c'est une voie exclusivement autobus, on va avoir passé 10 ans pour rien. Ouais. En tout cas, les automobilistes, un petit peu. Les automobilistes. Oui, mais encore là, je réitère mon point par rapport de ça, il n'y a pas d'autobus qui passent. Très peu. Mais en bout de ligne, c'est que les autobus, sur ces voies-là, n'ont pas besoin d'une voie complètement à juste eux. C'est juste ça le bottom line. Écoute, le nombre de bus qu'il faudrait pour que ça remplisse la voie, plutôt qui utiliserait la voie somme toute à pleine capacité, il y aurait tellement de monde dans ces bus-là il y aurait personne d'autre. Là. Il y a comme une espèce de... Il n'y a pas ces bus-là. C'était... Sérieusement, là, il était utilisé à genre 10%, là, la voie. Là. À un moment donné, le calcul, 10%. Là. C'est que là, du coup, vous attendiez à ce qu'il y ait 10 fois plus de bus? Non, mais attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le but, c'était qu'elle soit déserte pour que les autobus soient beaucoup significativement plus rapides que l'auto pour descendre. Dans le sens que eux, leur but, là, entre toi et moi, là, c'était que ça bouche dans 2 voies de char. Oui, c'est ça. Que ça soit complètement désert dans la voie de bus
pour que tu puisses voir une différence de genre 15, 20, 25 minutes dans ton trajet en autobus versus en char. Mais ça, Parce que c'est comme ça, tu vas prendre l'autobus, puis là, ils vont remplir leur voie. Ce qui est triste avec tout ça aussi, c'est de faire semblant qu'il y a des gens qui prennent la peine de prendre une autre personne dans leur voiture, 2 autres personnes dans leur voiture, comme si leur effort c'est de la merde. Dans le sens que c'est pas suffisant. Nous, là, c'est le bus. Oui, mais cette personne-là qui prend 2 personnes, qui prend 3 personnes, elle enlève bien une autre voiture puis une autre voiture. C'est pas rien, ça, là. On pourrait encourager ça, ça fait du sens. Mais non, c'était pas assez. L'idéalisme, le bus. Parce que tu utilises encore une voiture. Tu sais, dépendamment. C'est pas bien. C'est ça, dépendamment de ce que tu as à faire dans ta journée, de tes responsabilités, ça se peut que le bus, ça ne marche pas. T'sais. Et oui, puis ça se peut qu'elle se rende pas légitimement dans un temps raisonnable aux endroits que tu veux aller. Là. Je veux dire, oui, tu peux aller partout en autobus, mais tu sais, s'il faut que tu prennes un express, qu'il faut que tu coïncides avec une bus qui passe aux demi-heures pour t'aller dans un quartier full résidentiel puis avoir 20 minutes de marche à faire après. Oui, ça se rend, là, mais c'est pas vraiment pratique. Non, notre ville est pas... On s'entend. Le système de bus aussi, c'est un système à Québec qui est adapté pour dire je vais à la job, je reviens de la job. Bon, je vais à l'école, je reviens de l'école. Il est bon à ça. Là. D'où nos systèmes d'express qui fonctionnent bien. Ça fonctionne, on comprend ça. Là. Mais on n'est pas dans la situation de Montréal que tu peux légitimement vivre au centre-ville et te dire « Hey, j'aurais jamais besoin de char, presque jamais. » Mais encore là, c'est pas faux. T'sais, moi, on est à Saint-Roch, j'ai déménagé à Saint-Roch. Pas vraiment besoin d'une voiture dans ma vie de tous les jours. Mais tu sais, si je veux aller voir des amis, ça arrive ça, mes parents, sortir un petit peu, ça arrête, là. Ouais. Donc, l'automobile est encore là. Fait qu'il faut faire attention. Je pense qu'ils ont voulu faire une espèce de transition trop abrupte au niveau de la pensée de nos autoroutes, je pense. Et ils ont fait des belles infrastructures dans cette optique-là. Je le comprends. Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait quand même élargir l'utilisation de ces voies-là aux automobilistes. Donc, je suis content que finalement le bon sens a prévalu dans cette ODC-là. C'est ça. Donc, comme je disais, c'est que je pense que le succès de cette expérience-là a diminué le trafic sur Robert Bourassa à partir de l'automne qui s'en vient. C'est-à-dire qu'on va voir que les autobus vont vite, le monde dans la voie de covoiturage vont vite, puis ça dégage juste assez les autres voies pour que ça aille un peu plus vite. Si t'es tout seul dans ton char, puis parce que c'est ça que tu veux, puis que t'as le droit. Je pense que ça va aider tout le monde parce que ça va amener assez de voitures dans cette voie-là pour ne pas du tout nuire aux autobus. Et ça va amener assez de voitures dans cette voie-là que ça va libérer les 2 autres voies, qui va arrêter de bloquer les entrées et les sorties. Donc, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent aller au nord, pas mal au nord. Et ces gens-là, des fois, ils vont plus se setter au niveau du covoiturage parce que la distance à faire est quand même longue. Ben, ils vont aller sur la voie de gauche. Puis ils vont jamais être dans les genres de personnes jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout de Robert Bourassa. Tandis que ça va laisser la place à ceux qui sont tout seuls dans leur char, mais qui font genre 2 sorties sur Robert Bourassa seulement parce que genre t'habites proche de où est-ce que tu t'en vas. Ben tu seras pas pogné dans le trafic à cause de ceux qui reviennent de la job, qui partent genre de Place Laurier puis qui montent. C'est une utilisation plus optimale des infrastructures en place. C'est pas la magie là. Puis justement d'embarquer avec trop de l'idéalisme, de dire « Oh mais c'était pas ça le plan, tout ça. » Là, faut arrêter de se dire c'était quoi le plan au bout de la ligne dans 20 ans. Là. C'est quoi qu'on peut faire maintenant avec ce qu'on a? Tu sais, moi j'aurais comme philosophie, les meilleurs résultats, c'est quand le plan correspond pas tout à fait, mais beaucoup à ce que le monde veut, puis que tu fais juste ajuster après. Ça donne les meilleurs résultats. Dans le sens que tu avais un bon plan, tu l'as fait, après ça tu as regardé comment les gens utilisaient ton produit ou utilisaient ton infrastructure, puis tu as fait, bon, après 1 an, 2 ans, voici tel correctif. Oui, c'était pas ça qu'on voulait faire au début, mais tu sais, les gens utilisent ça. Alors, comme ça, ajustons-nous. Il faut un peu de flexibilité là, dans tout ça. Là. Quand tu fais ça, je pense que là, tu as les meilleurs résultats. Tu as ceux qui sont le mieux utilisés, le plus efficace, le plus smooth, excuse-moi l'expression, pour que ça fonctionne. Donc, et encore là, je refais le lien. Ça veut donc dire que si on ne peut pas, malheureusement, échapper au dogmatisme de la voie réservée dans la réflexion d'Henri IV, espérons à tout le moins que l'expérience sur Robert Bourassa aura prouvé le bon sens de au moins l'ouvrir au covoiturage. Ben oui, je pense que c'est vraiment un incitatif à aider les gens à faire un pas de plus vers un système qui fonctionne mieux. Hey, peux-tu penser à amener quelqu'un d'autre en même temps avec toi? Parce que, tu sais, t'as une voix pour toi. C'est pas rien, là, au niveau du travail, tout ça. Il y a 2 personnes qui se regardent au bureau et disent « Hey, on habite quasiment à côté. Si on était les 2 dans le char,
On pourrait passer sur la voie. On pourrait peut-être économiser, dans le fond, 10 minutes. T'sais. Mais tu sais, pense même plus à des situations où tu as des gens qui font déjà ça. Tu sais, des parents qui vont porter leur enfant mettons, prenons un peu plus vieux, là, mais tu sais, même au secondaire, mais au cégep, à l'université, avant d'aller travailler, là, ces jeunes-là, là, soit ils leur achèteraient leur char, ce qui serait pas nécessairement bien, soit ils prendraient l'autobus, ce qui pourrait, mais là, ils laissent leur place à quelqu'un d'autre sur l'autobus, parce que les autobus dans les heures de cours, tous sur moi, sont pleins. Ouais. S'il y a bien un moment, parce que le monde chiale tout le temps, à Québec, les bus sont vides, puis il y en a des autobus vides, je le sais, je n'ai vu beaucoup. Mais le matin puis le soir, particulièrement pour aller à genre l'université, le Cégep Sainte-Foy, Cégep Sainte-Laurent, ça, c'est plein. Non, C'est très plein. bourré. Bon. Et là, à la place, il prend dans son char, puis il l'amène. Ben, crime, ça devrait être... Si le premier trajet de char du parent était de toute façon à arriver, ben... Toute personne supplémentaire est une personne qui est à coût nul. C'est ça. En termes environnementaux. Fait que c'était un beau cas de on peut le faire, mais on le fait pas. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est pas ce qu'on veut faire. C'est parce que moi, ce que je trouve dans le dogmatisme de la voie réservée puis du transport en commun, mais tu sais, attention, là, j'ai beaucoup de nuances à propos de ça, je suis beaucoup en faveur de ça, mais tu sais, on dirait qu'il y a des gens qui pensent que l'acte de peindre une ligne double pointillée puis des losanges sur une voie, ça sauve l'environnement. Juste le fait de la désigner voie réservée, juste ça, là, tu commences déjà à dépolluer l'air. Si tu n'impliques pas ça dans une stratégie un peu plus large, tu fais juste faire des lignes avec des losanges. Attends un peu, mais est-ce que tu sais comment tu sauves de la pollution puis comment tu t'es plus bénéfique pour l'environnement en mettant la voie réservée? Mais c'est parce qu'il y a moins de monde qui l'utilise. Mais s'il y a personne qui l'utilise, ta voie réservée, là, puis il y a encore du trafic dans les deux autres voies, là, t'as échoué. Là, parce que t'as pas pensé à ton affaire. Ce qui est drôle aussi, c'est que la notion qu'une voie réservée, c'est comme si c'était un asphalte spécial. En voulant dire, c'est quelque chose, ce n'est qu'une voie qu'on met, comme tu as dit, d'autres lignes dessus. C'est pas... c'est tout. C'est rien de magique, là. T'sais. Fait que, on va faire tant de voies, mais tant de voies réservées. Non, t'as peu. Combien de voies au total tu veux faire? Parce que la voie réservée, essaie pas de la mettre à côté. Là. C'est d'une infrastructure qu'il faut que tu construises. Puis là, si tu me dis qu'on veut la faire semi-dormir à moitié du temps, pourquoi, là? Pourquoi? Tu sais, cet asphalte-là, c'est quoi? S'il voit trop d'essieux à la minute, il pleure, il aime pas ça? C'est juste pour les bus. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il y a des lasers qui arrivent, puis quand c'est pas un autobus, ça te fait péter en morceaux. Tu sais, c'est correct, là, comme tu dis, le transport en commun. Puis je pense que Québec va être un bon exemple de... On peut exploiter l'autobus de manière efficace. Je pense pas qu'on a besoin d'un tramway à Québec. Honnêtement, j'ai de la misère à me convaincre de ce projet-là. Quand je vois comment que les métrobus fonctionnent, je vois pas l'intérêt de faire justement une infrastructure là qui est très différente parce que c'est pas juste de l'asphalte, c'est des rails et tout ça. Ben, ou des rails ou des installations, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que le bus peut fonctionner, mais il faut pas non plus. Faut pas faire que comme si le bus c'était l'enfant magique puis que les automobilistes, tous, autant qu'ils sont nuisibles et qu'il faut pas du tout les accommoder. C'est qu'on dirait que chaque personne derrière un volant d'automobile est une personne qui a fait un mauvais choix. Te dit un gars du ministère du Transport tout en rentrant dans sa limousine après. Ben c'est sûr. Parce que lui, c'est pas grave. Parce que lui, les bus, ça convient pas à son horaire. Non, c'est ça. Il est le seul. Fait que lui, il a le droit à cette exception-là, mais pour tout le monde, là, ça convient très bien à votre horaire de travail. Non, blague à part, par contre, c'est que, effectivement, moi je suis d'accord, un tramway, mais pas je n'ai jamais Québec, compris vraiment l'intérêt de ça. Mais surtout, en fait, à la place, c'est une infrastructure de beaucoup plus grosse envergure, je pense qu'on aurait besoin. C'est plus un format genre train de banlieue ou quelque chose comme ça. Parce que notre problème, c'est pas qu'il y a pas assez de services sur les artères importantes, c'est que le service est trop long pour drainer la population sur l'étalement urbain. C'est beaucoup plus ça le problème de Québec. Si tu habites sur la 800, sur le parcours de la 800, là, je m'excuse, mais oui, tu peux vraiment arriver à quelqu'un puis avec ton petit air supérieur puis dire, tu sais, tu peux prendre l'autobus pour aller pas mal n'importe où. Oui, tu peux prendre l'autobus pour aller pas mal n'importe où puis avoir à toutes les 5 minutes puis être tout le temps là. Oui, OK. Mais si tu habites dans le fond de Val-Bélair, là, non, c'est ça. Ça se fait pas. Ça se fait même pas pour aller à l'épicerie. T'as pas assez d'arrêts proches puis ça vaut pas la peine pour le coût de prendre l'autobus parce que ton épicerie est trop loin, déjà. Puis on parle même pas de se rendre à Sainte-Foy ou dans le Vieux-Québec, où là tu fais genre 2 transferts puis c'est vraiment long. Fait que
C'est plus ça, je pense, qu'on a besoin. Mais comme je te dis, l'autobus peut encore faire ce job-là. Peut encore faire une excellente job. Moi, je pensais plutôt à un train de banlieue parce que souvent, c'est là que tu vas avoir la vitesse. C'est-à-dire que tu embarques, puis tu sais que tu vas arriver à telle heure tout le temps parce qu'il n'y a pas de trafic. Ou presque pas. Moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, on fait un tramway à Québec. Moi, je vous dirais, tu sais, si on fait une ligne de train, ça serait le fun qu'elle soit pas juste dans le sens qu'elle continue à l'ouest, là. Tu sais, que tant qu'à ça, qu'elle draine Cap-Rouge, qu'elle draine les autres environs ou quelque chose, puis qu'elle finisse dans le Vieux-Québec, tout ça, c'est correct. Mais tu sais, juste me faire une ligne de chemin de fer qui part du Parlement puis qui se rend à Place Sainte-Foy, je vois pas trop l'utilité de faire ça, là. Je comprends pas. Ces gens-là ont déjà accès à des installations de transport efficaces pour se rendre à ces deux points-là. Donc, en tout cas, ça, c'est c'est un autre débat parce que le design de la ville de Québec, il y a des gens qui parlent de plutôt faire ça sur Charest, ces affaires-là, justement, pour justement desservir les gens qui sont pas déjà desservis par un système de transport est-ouest, donc d'aller en bas de la côte, donc de facto inciter les gens qui sont au nord à utiliser ça. Tu sais, tous les gens, dans le fond, au nord se rendre là, de puis après ça, rendu là, tu peux l'utiliser pour te déplacer. C'est ça. Mais en même temps, je te dirais que je pense que ce qui nous heurte le plus pour l'instant, c'est le manque de coordination avec la Rive-Sud. Oui, parce que sur le territoire de Québec, encore là, tout est vraiment possible. Mais quand tu commences à penser que tu as des allers-retours relativement fréquents entre la Rive-Nord et la Rive-Sud, que ce soit pour ton travail ou parce que tu as des amis là-bas ou parce que tu as de la famille là-bas ou peu importe, le transport en commun, là, ça marche plus. Là. C'est très difficile. À moins qu'ils habitent dans le Vieux-Lévis puis que tu puisses te rendre dans le Vieux-Québec, ce qui n'est pas facile en soi. Non. Puis que tu prennes le traversier puis tu marches à l'autre bout. Mais on retombe dans des parcours juste qui ont mes respects à ceux qui le font, mais que moi je trouve qu'ils n'ont pas de bon sens. Quand il faut que tu t'en vas chez des amis, il faut que tu partes 1h30 à l'avance, puis tu peux les voir de chez vous, genre, quasiment. J'exagère. C'est un peu là. triste. C'est un peu plate, là. Puis il dit, ouais, tu étais le gars dans la soirée, puis encore là, attention, full respect. Fait qu'il est là, ouais, là, mais dans le fond, faut que je check, là, si je pars pas à cette heure-là, là, faut que je me prenne d'avance, puis faut que je parte, parce que là, faut que je marche jusqu'au traversier, que je prenne le traversier de 11h05, puis si je le manque, ben, je vais revenir, puis sinon, je vais arriver à l'autre bout, puis sinon, je vais pas y aller à couche tard, tu sais, puis là, que tu finis, ça te prend 3 heures avant de chez vous. Tant mieux si tu le fais. Mais c'est pas un barème, excusez l'expression, de se faire chier que tu peux transposer à un grand pourcentage de la population. Si tu dis aux gens... Mais pour les traversiers, ça va s'améliorer parce que là, ils vont acheter... En fait, ils sont en train de, je pense, construire des nouveaux traversiers. Je pense qu'il va en avoir 3, en fait, de ce que je me souvenais. Là. Donc, il va toujours en avoir 2 d'accostés et 1 en train de transférer. Et l'accostement et, disons, la manœuvre va se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'ils vont installer des quais en forme d'entonnoir. Fait que le truc va juste, comme papa dans maman, rentrer dans le quai puis ressortir après un sens à l'autre. Hyper direct, hyper rapide, plus capable de faire le chemin. Et peut-être qu'un jour, ça va devenir un peu plus viable. Parce que là, les gens qui peuvent réalistement utiliser cette infrastructure-là, c'est comme tu dis, ils vivent en bas de Lévis puis ils travaillent en bas de Québec. Sinon, ça devient un petit peu ridicule, ce chemin-là. Là. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, l'autre côté, tu as les ponts qui sont souvent bouchés ou problématiques. Oui. Puis si tu veux prendre l'autobus, ben là, il faut t'acheter 2 passes. Parce qu'il y a 2 systèmes de transport en commun distincts. Ouais. Une passe double. OK, on a facilité de payer à 2 places. Ouais. OK. Ils ont quand même amélioré leur service sur la Rive-Sud depuis. C'est en amélioration. Là. C'est ça. C'est dans la bonne direction. C'est dans la bonne direction, mais c'est clairement l'élément. Je pense qu'on sous-estime un peu. Il y avait beaucoup de chemin à faire et il y en a encore beaucoup à faire. Je pense qu'on sous-estime, même si on le sait tous, là, mais l'ampleur des échanges entre la Rive-Nord et la Rive-Sud de Québec. Granted, la Rive-Sud est en train de se développer encore plus. On bénéficie tous l'un de l'autre. Et donc, de plus en plus de monde qui habite sa Rive-Sud et qui n'ont rien à faire avec Québec. Là, sans ça, pas directement en tout cas. Mais il y a des échanges aussi de plus en plus fréquents et dans les deux sens. Donc, les infrastructures d'une rive à l'autre, parce qu'on en revient au fameux projet de tunnel dont on avait parlé dans un de nos autres podcasts, mais on s'est rendu là en parlant d'Henri IV. Je pense que c'est ça qu'on parlait. Hey, écoute, ben là, on est un peu sur la fin, mais il y avait mettons qu'on sort de chez nous, on arrête de se regarder le nombril un peu, là. Sur la planète, pendant que nous étions tous collectivement aveuglés par la Coupe du Monde, ce qui nous rappelle un peu la situation où on a tous été aveuglés par les Olympiques d'hiver avant un conflit d'envergure, eh bien, présentement, en Israël, ça va pas bien. Ouais. Surtout pour les Palestiniens. Surtout pour eux. Remarque que moi, j'ai toujours
une grande dose de prudence dans le sens que oui, c'est vrai que c'est un conflit qui est complètement inégal d'un côté comme de l'autre. Oui, on a tendance, l'Occident a tendance généralement à braquer davantage sur Israël et leur propre souffrance, contrairement aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Oui, c'est une situation de relative occupation. Mais, je veux dire, c'est pas plus le fun, malgré toutes ces choses-là, de recevoir des centaines de rockets sur tes zones de population, genre, demain. Mais t'as commencé t'as commencé en mettant une évidence, qui était le fait que le conflit est asymétrique. Mais cette évidence-là, ou plutôt ce fait-là, n'est pas toujours pris en compte dans des discussions par rapport à Israël et la Palestine. Et moi, c'était un petit peu de cet angle-là que je voulais aborder le sujet. C'est pas faux. Parce que dans la tête de beaucoup d'Occidents, surtout d'Américains, c'est comme si c'était une bataille à armes égales. Et pas nécessairement, ne pensons pas non plus seulement à armes égales, mais à société égale. Ou plutôt de civilisation égale. Mais lorsqu'on regarde ce qu'il y a des deux côtés des frontières, on se rend compte réellement de qu'est-ce qu'il se passe ici. Là. Il y a un pays qui peut, du jour au lendemain, bulldozer ce qu'il veut d'un côté et de l'autre. Même si un côté qui envoie des roquettes, ils ne peuvent pas réellement faire quoi que ce soit à Israël. En fait, envoyer des roquettes, c'est pas mal tout ce qu'ils peuvent faire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire et ils sont pas foutus de pogner une maison. Parce que des roquettes, c'est un peu n'importe quoi comme arme. Et Israël débarque et se sent comme si leur existence était réellement menacée. Oui, c'est de la terreur. Là. Oui, c'est du terrorisme. Oui, c'est stressant. Mais Israël n'est pas mis en danger par des roquettes palestiniennes, mais pas pantoute. En fait, c'est qu'ils ne sont malheureusement pas très collaborateurs pour essayer de trouver une solution durable à éliminer ce problème-là. C'est-à-dire que... Ben, il y en a une, c'est de raser à la place et de sortir ce monde-là de là. Mettons pas celle-là. Genre. Mais, ok, pas celle-là, mais leur stratégie depuis les 30 dernières années, la seule logique qu'ils appliquent, c'est celle-là. S'ils veulent... Je lisais un article d'un Israélien qui disait, il y a beaucoup d'Israéliens qui disent qu'ils veulent la paix, puis par paix, ce qu'il veut dire, c'est avoir la crise de paix. Et la crise de paix, c'est de ne pas avoir à dealer avec d'autres genres de personnes en Israël. Ça, pour eux, c'est la paix. La paix que les organisations internationales veulent amener, c'est une paix à deux États. Une paix de compromis. Une paix de compromis. Mais pour beaucoup d'Israéliens, surtout en position de pouvoir, il n'y en aura pas de compromis. Ce n'est pas ce qu'ils qualifient de paix. Et un des problèmes, je pense, au niveau du paradigme dont on ne parle jamais par rapport à Israël, c'est qu'il ne faut pas non plus se cacher que pour beaucoup d'Israéliens, encore là, beaucoup en pouvoir, mais aussi de la population en général israélienne, ils ont un sentiment de possession totale et divin sur cette terre-là. Ce qui rend des fois les discussions de compromis difficiles. Et on en revient un peu à notre notion de guerre religieuse. La composition religieuse de cette chose-là est importante. Complique beaucoup la situation. Complexifie la situation. Mettons, on aurait un problème territorial en Amérique du Nord, il n'y a personne, à part les Amérindiens, qui peuvent se revendiquer d'avoir eu un droit premier sur cette terre-là. C'est les seuls qui le font. Et c'est les seuls qui ont le droit de le faire. Et il n'y a pas un Québécois, il n'y a pas un Canadien anglais, il n'y a pas un Américain qui va vraiment embarquer cette carte-là. À part de possession pécuniaire d'une terre, il n'y a pas une espèce de... Tu sais, cette terre-là est à moi au niveau cosmique. Tu n'as pas un ascendant moral. C'est ça, un ascendant moral, dans le sens que c'est la bonne chose à faire, tu sais, dans ma tête et dans l'univers. Et je te dis pas que c'est cette notion-là qui dirige toute la politique israélienne, mais ça reste en trame de fond. De ce conflit. Ça imprègne le conflit. Quand tu as un sentiment de possession divin sur une terre, tu vas avoir tendance à être un petit peu plus... à insister un petit peu plus. Et là, c'est sûr qu'il y a différentes factions au niveau d'Israël. Il y a des gens qui, justement, ils veulent la vraie paix entre deux États, plutôt une espèce de paix réaliste. Et il y en a d'autres que, évidemment, ils vont pas te dire dans leur face qu'ils veulent juste faire un parking avec ça. Mais tu sais, imagine à quel point ça doit être prévalent dans la tête des gens, faire un parking avec ça, alors que j'ai déjà entendu des gens d'ici dire qu'on devrait faire un parking avec certains coins du Middle East. Alors que ça n'a aucun rapport avec nous autres. Là.
cette finalité-là, surtout quand tu vois des roquettes qui te balancent au-dessus de la tête. Mais ces gens-là, oui, ils voient des roquettes leur balancer au-dessus de la tête. Mais est-ce qu'ils ont déjà vu un hélicoptère de combat loadé leur tourner au-dessus de la tête avec l'intention de tirer des trucs? Parce que il n'y a pas de pays qui a vraiment fait ça à Israël depuis jamais. Non. Mais en même temps, il faut juste, comme je te disais, dans cette situation-là, on a parlé beaucoup de ce qui motive Israël à faire ça. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, malgré que leurs conditions de vie soient vraiment moins bonnes, il y a autant cette conviction-là que cette terre-là est à eux et qu'ils ont le droit de rester là. Et je veux dire, Israël est, honnêtement, en toute honnêteté, peut-être plus que 50% responsable de l'impossibilité d'en arriver à une paix de compromis, mais ne lui mettons pas 100% du blâme. C'est pas parce que le jour que Israël va dire « Ok, c'est bon, on va arrêter, on va mettre la frontière ici, puis ça va être chez vous l'autre bord », que de l'autre côté, automatiquement, il n'y aura plus personne qui va dire « Ben t'as peu, là, moi j'en voulais plus ». Non, c'est sûr. Mais là, il y a des questions de les frontières de 1967, puis les Palestiniens veulent s'entendre avec ça, mais c'est déjà de facto plus le cas parce qu'ils ont traversé ces frontières-là semi-entendues de 67 avec des colonies, etc. Mais même la notion même de ces colonies-là qu'ils ont fait dans un territoire disputé, ça démontre un état d'esprit quand même. C'est un petit peu rare. Écoute, dire ça de même. Excuse-moi. Non, mais, tu sais, même les Nord-Coréens et les Sud-Coréens se sont réussis à s'entendre sur une zone entre les deux, qu'il n'y aura rien. Mais du côté israélien, du côté palestinien, ils n'ont pas réussi à rentrer cette notion-là. À cause que, justement, il y a assez de gens qui ont cette profonde conviction-là, qu'ils savent que, ultimement, le seul jugement qu'ils craignent, c'est celui de Dieu. Puis, étant donné qu'ils sont convaincus qu'ils ont le droit à cette place-là, ben écoute, je vais faire ma maison là. C'est Dieu qui me l'a donné. Fait que, tu sais, dans le fond, si c'est lui qui va me juger, he's gonna be fine with it. Fait que, tu sais, la notion de frontière, tu sais, Israël fait des murs où elle veut. Ouais. Et en défait où elle le veut. Puis ça devient difficile de faire des ententes territoriales avec un semblant de confiance en arrière de la barbe de quelqu'un dans une salle. Tu dis, on va faire une ligne. Maintenant, la ligne, faut qu'elle serve de quoi, là? Quand on dit on fait une line in the sand, c'est ça qu'on veut dire. Là. Ouais, mais on a vu récemment que ça c'est pas toujours respecté nécessairement. Non, c'est sûr. Mais là, la notion de parti, etc. Mais si c'est un peu ça le but qu'on veut faire en Israël, on n'est pas bien avancé. Puis là, où est-ce que ça va s'en aller, ça? Honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de... Je pense qu'il y a du découragement international un peu avec ça, dans le sens que... Ça commence à faire. On sait... Non, mais... Oui, mais ça commence à faire. On est tanné, mais on sait pas non plus quoi faire. Tu sais, on peut blâmer Israël autant qu'on veut, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'il y a assez de gens qui sont assez convaincus de faire quelque chose par rapport à ça pour mettre de la pression réellement sur qui que ce soit? En fait, je pense que la communauté internationale, par rapport à ce problème-là, qui vient présentement s'ajouter à une situation internationale, tu sais, c'est comme, à une époque, c'est juste ça qui se passait, Israël contre les Palestiniens. Puis maintenant, il y a plein d'autres affaires qui se passent, puis là, ça revient. Puis là, on dirait que le monde sont comme, hey, là, attends un peu, là. Ça va pas bien en Ukraine, ça va pas bien avec la Russie, ça va pas bien entre la Chine puis le Japon, ça va pas bien entre l'Iran puis tout le monde, puis ça va pas bien en Afghanistan, puis ça va pas bien en Irak. Sérieux, là. Israël-Palestine. On est revenu... C'est la trame de fond, là. C'est ça. Et là, je voyais des sketchs des années 80 de RBO qui faisaient les mêmes jokes que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, là. Anti-Palestine. Et là, ils mettaient ça sur la zone de la place d'Israël avec la bande de Gaza et la Cisjordanie. Ils mettaient l'anti-Palestine un onguent protecteur. Et là, soudainement, la carte venait 100% Israël. C'est la même affaire qui se passe en 2014. Oui, effectivement. Ben écoute, ça sera à voir aller, voir qu'est-ce que sera le résultat de cette espèce de peut-être frustration des autres pays envers leur incapacité ou leur impuissance à régler quelque chose qui a des effets autant profonds sur la situation internationale. On suivra ça. Et écoute, si c'est encore une semaine tranquille, la semaine prochaine, on reparlera de ça. Ben oui. Dans le fond, tranquille dans notre place ici. Dans notre univers ici, oui. Ben, soyons quand même heureux d'être dans un environnement où généralement, c'est tranquille des fois. Ouais. Hey, écoute, donc, cela étant dit, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.